Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information au sommaire de l'actualité de ce 22h. La troisième séance du Conseil des ministres de l'année 2016 s'est tenue aujourd'hui sous la présidence du chef de l'État et chef de gouvernement où cette question était à l'ordre du jour. Et la sécurité qui est renforcée au Burkina Faso après les attaques djihadistes, éléments de réponse dans ce journal. Voilà pour le sommaire, merci de nous accueillir chez vous. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement, Ismaïla Omar Guelleh, s'est tenue ce mardi la troisième séance du Conseil des ministres de l'année 2016. Cette question était à l'ordre du jour. En premier, le Conseil a fait un rapport d'évaluation du panel de mécanismes africains par les pairs, un projet de loi approbation d'un chemin directeur d'aménagement et d'urbanisation des chefs-lieux des régions de l'intérieur et ensuite un projet d'arrêté portant création d'un comité de pilotage et du second projet de la pauvreté urbaine. Le compte-rendu nous est fait par le ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaïla Omar Guelleh, le Conseil des ministres a tenu sa troisième séance en ce mardi 19 janvier 2016. Était inscrite à l'ordre du jour cette question. La première question est relative à une communication sur le rapport d'évaluation du panel du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Le ministre des Affaires étrangères a présenté ce résumé du rapport pays qui sera soumis au Forum des chefs d'État africains par le président de la République dans quelques jours en marge du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Cet exercice d'auto-évaluation de la gouvernance politique, économique, sociale et celle des entreprises est d'abord un espace de dialogue animé par une logique de narration et d'exploration. Djibouti a finalisé son rapport avec l'équipe pays qui avait visité notre pays en août 2015. Le Conseil a donc adopté ce rapport finalisé pour qu'il soit soumis au panel et au forum de chefs d'État fin janvier 2016. La deuxième question concerne un projet de loi portant approbation des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme des chefs-lieux d'Alissabié, Arta, Dikil, Obok et Tajoura. Ces schémas directeurs ont pour objectif la création des conditions propres à favoriser un développement urbain cohérent et durable répondant aux exigences socio-économiques propres à chaque ville à court, moyen et long terme. Ces documents cadres d'orientation sont assortis de plans d'action fixant les modalités d'exécution, des objectifs et des orientations de développement retenus. Ils proposent en outre des stratégies de développement urbain durable prenant en compte les impacts des risques naturels et du changement climatique adaptés et réalistes permettant sa mise en œuvre effective. L'adhésion du plus grand nombre est indispensable au succès et à la pérennité des orientations proposées. Ces schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme des chefs-lieux des régions ont été élaborés dans le cadre d'une approche concertée et participative. La troisième question est relative à un projet d'arrêté portant création d'un comité de pilotage du second projet de réduction de la pauvreté urbaine à Djibouti, Prépude 2. Le ministère de l'Habitat, en collaboration avec les institutions concernées, le premier projet de réduction de la pauvreté urbaine Prépude 1, qui a été piloté par ce même ministère de 2008 à 2014, a donné des résultats probants. Ce premier projet donc a été positif, notamment dans l'amélioration de l'accès aux infrastructures de base et aux services communautaires par la construction de 4 voies et leur drainage à l'intérieur et à l'extérieur du quartier 7. Pour améliorer l'impact du Prépude 1, le gouvernement a demandé l'assistance de la Banque mondiale qui a accordé le financement du deuxième projet Prépude 2 sous forme de crédit à hauteur de 930 millions de francs Djibouti pour l'amélioration donc des infrastructures, le renforcement des capacités institutionnelles et la participation citoyenne. Et par la suite, donc, le Conseil des ministres s'est penché sur les projets de loi portant approbation des comptes financiers définitifs pour l'année 2010, 2012 et 2011, ainsi que 2013. Les résultats de ces exercices nous est donné par le porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf. La quatrième question concerne un projet de loi portant approbation des comptes financiers définitifs du stade Al-Hajj Hassan Goulet d'Aptidon pour l'exercice 2010. Ces comptes s'établissent en produit à 41 823 333 francs Djibouti et en charge à 38 869 234 francs Djibouti, avec un résultat net de 2 954 099 francs Djibouti. La cinquième question est relative à un projet de loi portant approbation des comptes financiers définitifs du stade Al-Hajj Hassan Goulet d'Aptidon pour l'exercice 2010. Ces comptes financiers s'établissent en produit
42 873 645 et en charge à 45 971 340 francs Djibouti. Le résultat net est de 3 097 695 francs Djibouti. La sixième question est un projet de loi relatif à l'approbation des comptes financiers définitifs toujours du stade Al-Hajj Hassan Goulet d'Aptidon pour l'exercice 2012. Ces comptes financiers s'établissent en produit à 42 348 000 francs Djibouti et en charge à 36 409 000 francs Djibouti pour un résultat net de 9 067 106 francs Djibouti. La septième question concerne un projet de loi portant approbation des comptes financiers définitifs du stade toujours Al-Hajj Hassan Goulet d'Aptidon pour l'exercice 2013. Ces comptes financiers s'établissent en produit à 31 254 000 francs Djibouti et en charge à 43 854 678 francs Djibouti avec un résultat net déficitaire de 12 600 674 francs Djibouti. En fin de séance, le ministre de l'Enseignement supérieur a fait rapport au Conseil sur sa mission de travail en France du 11 au 15 janvier 2016. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères a fait rapport au Conseil de sa participation à la réunion extraordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel qui s'est tenue au Caire, en Égypte, le 10 janvier 2016. Autre actualité de ce 22h, le chef de l'État Ismaël Marguerite a reçu aujourd'hui 3 jeunes Djiboutiens ayant sillonné l'ensemble du territoire national afin de s'enquérir de visu de la situation de leurs compatriotes de toute la région du pays. Et ces jeunes ont recueilli les doléances des populations des régions de l'intérieur. Ils ont transcrit dans un document intitulé « Le livre d'or » et remis au président de la République. L'objectif étant d'améliorer leurs conditions de vie. Hamadou Mohamed, Mortal Mohamed et Zaid Salah sont 3 jeunes Djiboutiens unis dans cette aventure purement patriotique où le but ultime consiste à faire remonter à la sphère décisionnelle de notre pays les aspirations profondes de l'ensemble du personnel du peuple djiboutien. Ils ont remercié le président de la République pour l'honneur fait à ce groupe de jeunes en le recevant personnellement. C'est un groupe de jeunes restreint, libre de toute attache politique. Et notre démarche ne nourrit aucune ambition politique. Elle se nourrit tout simplement de notre sincérité, de notre honnêteté. Vraiment, c'est un cheminement vers la démocratie participative. On fait écouter, transcrire les messages des populations ruraux et urbains sans censure. Et dans le reste de l'actualité, le Front pour la restauration de l'unité et la démocratie a publié hier la liste des 25 membres de son comité exécutif. Légèrement remodelée, cette liste a vu M. Ali Guelleh Aboubakar passer du poste de secrétaire général adjoint au poste du 2e vice-président du mouvement. Eh bien, il est en charge des fédérations. Il devient la 3e personnalité du parti politique. Les ténors du FRUD, dont le président Ali Mohamed Abdou, dit Jean-Marie Ougouré Kifli Ahmad, Youssouf Moussa Dawale ou bien Ibrahim Hamadou, porte-parole du FRUD, ont gardé leurs anciens postes. On constate en outre une percée des femmes et des jeunes intellectuels. Le FRUD est l'une des plus importantes composantes de l'Union pour la majorité présidentielle, l'UMP. Cette coalition de 5 partis politiques soutient le renouvellement du mandat du chef de l'État Ismaël Marguerite lors de la prochaine élection présidentielle fixée pour le 8 avril prochain et pour laquelle se prépare activement toute la classe politique. Également dans l'actualité, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Ali Mohamed Abdou, et son staff ont reçu ce matin une délégation du Bureau international du travail, le BIT. Et la délégation du Bureau international du travail, conduite par le directeur Omar Ndiaye, ainsi que M. Franco Amato, est accompagné par Hassan Hamad Ibrahim, directeur du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, ainsi que Mme Ikram Awale, chef de service de ce même département. Au cours de leur entretien avec le président de la Commission nationale des droits de l'homme, il a été question des conventions signées par le gouvernement djiboutien dans le domaine du travail, notamment la traité des emplois. Et le président de la Commission nationale des droits de l'homme nous a accordé une interview dans laquelle il nous explique l'objet de l'entretien qu'il a eu avec la délégation. Du ministère du Travail, nous avons discuté des normes du droit du travail à Djibouti, des différentes conventions que la République de Djibouti a signées et qu'ils ont soumis au niveau des BIT, et aussi de conventions qui restent à ratifier par la République de Djibouti concernant
les conventions de l'OIT. Donc notre discussion a été franche, cordiale, et également nous avons répondu à des questions concernant les normes du travail à Djibouti, concernant le trafic des êtres humains, comment la République de Djibouti a mis en œuvre cette loi, s'il y a eu des condamnations, s'il y a eu des poursuites qui ont été engagées. Et ces experts, ma foi, visiteront d'autres institutions comme le ministère de la Justice, le parquet, l'Assemblée nationale où les lois sont ratifiées, et ils vont avoir une masse de données qui vont pouvoir consigner dans un rapport, et pour que le droit du travail à Djibouti, les conventions que la République de Djibouti aient une mise en œuvre conséquente et répondant aux normes du droit international. Et appui aux pêcheurs d'Obok et aux réfugiés yéménites, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, en appui avec la préfecture d'Obok, a distribué hier du matériel de pêche aux pêcheurs obokois et réfugiés yéménites dans le cadre d'un projet appelé Programme d'assistance d'urgence pour sécuriser des populations des réfugiés du Yémen. Effectivement, du matériel de pêche, dont des filets de pêche, des hameçons, des kits éperviers et lignes de pêche à la palonge, ainsi que d'autres intrants dont des glacières ont été distribués à quelques 300 personnes. Ces derniers s'étaient regroupés en plusieurs associations, les pêcheurs d'Obokville, de Godoria, de Korangar et autres. Cette initiative a été prise avec le soutien du ministère de l'Agriculture, de l'eau, de l'élevage et de la pêche, chargé des ressources halieutiques, et l'Union nationale des femmes djiboutiennes, financée par la FAO. Ce projet vise à apporter une assistance d'urgence afin de sécuriser les moyens d'existence des populations venues du Yémen et de leurs hôtes, afin que les réfugiés ne soient pas totalement dépendants des aides extérieures. Les populations jugées vulnérables et qui risquent d'être affectées par la famine ou la malnutrition sont ainsi aidées, ce qui a nécessité l'intervention de la FAO, du département de l'agriculture et d'autres organismes du pays. L'aggravation de la crise au Yémen en mars 2015, avec un afflux vers Djibouti, des nombres importants de plus en plus élevés des personnes en déséance. On estime leur nombre à plus de 9700 personnes. Certains n'ont fait que transiter alors que d'autres sont restés sur place. Les réfugiés yéménites se trouvant à Obok sont issus des villes et localités voisines se trouvant sur l'autre rive de la mer Rouge et n'étant distantes que de moins de 30 km. La plupart d'entre eux pratiquent d'ailleurs la pêche ou sont issus d'un milieu plutôt rural. Sport cette fois. La fédération djiboutienne de Kung Fu Wushu a fait hier après-midi au stade Goulet une démonstration de cette pratique qui a regroupé plus de 120 jeunes au total. Démonstration donc organisée par la fédération de cette discipline, en l'occurrence son président Mohamed Ali Omar et le directeur technique de la fédération Hassan Ali Louïta. Et la fédération djiboutienne de Kung Fu Wushu compte par ailleurs inviter la fédération éthiopienne de cette même discipline ici à Djibouti. L'objectif étant de détecter le meilleur élément de l'équipe pour qu'il participe à une grande démonstration qui va regrouper plus de 300 jeunes à l'échelle nationale. Rappelons que cette discipline sportive est de plus en plus pratiquée par les jeunes qui continuent de s'inscrire. Se défendre aux personnes qui sont plus fortes qu'eux. Et le sujet magazine de ce mardi, c'est la République de Djibouti et la République fédérale démocratique de l'Éthiopie qui entretiennent des relations de coopération et d'amitié de longue date. 23 ans après l'arrêt définitif du chemin de fer djibouto-éthiopien, la construction de la nouvelle ligne de chemin de fer reliant les deux capitales éthiopiennes et djiboutiennes renforcera davantage l'intégration économique et commerciale entre les deux pays. Addis Abeba abrite une petite communauté djiboutienne qui comprend des entrepreneurs et des étudiants. Quelques 26 d'entre eux suivent une formation d'ingénierie civile à la faculté de technologie d'Addis Abeba University. Le ministère de l'équipement et des transports djiboutien a initié cette formation de ces jeunes djiboutiens qui vont à terme contribuer à la qualité des moyens de transport. Au cours d'un séjour à Addis, l'équipe de la RTD a également rendu visite aux futurs ingénieurs djiboutiens. Voici un magazine signé Acha Abdellah. Le 11 janvier 2015, journée historique où s'achevaient les travaux de pose des rails du tronçon Galilée-Nagad.
2 ans exactement après avoir posé la première pierre sur ce même site, le président de la République, Ismaïla Omar Guelleh, a également parrainé l'achèvement des travaux de pose des rails sur le tronçon Galilée-Nagad. Étape charnière qui parachève la première phase des travaux de construction de la nouvelle ligne de chemin de fer longue de 756 km dont 82 km sur le territoire national. La construction de ce nouveau chemin de fer intervient 23 ans après l'arrêt définitif du chemin de fer djibouto-éthiopien en raison de sa vétusté après plus de 90 ans de service. La renaissance du train concrétise un projet d'intérêt majeur pour les ambitions stratégiques de Djibouti, désireux de se positionner comme un hub régional et une plateforme d'échange et de distribution des biens et des marchandises. C'est bien une ambition chinoise qui s'exprime aussi à travers ce projet. La China Civil Engineering Construction Corporation mène les travaux et la banque d'import-export Exim Bank les finance à hauteur de 4 milliards de dollars. Opérationnelle d'ici cette année 2016, cette nouvelle ligne ferroviaire se veut être l'une des étapes clés de l'intégration économique et commerciale entre les deux pays. Quelques 1500 emplois directs ont vu le jour depuis le lancement des travaux de construction. Et le double est prévu une fois que le train va entrer en service, c'est ce qu'a affirmé le ministre djiboutien des Transports et de l'Équipement, Moussa Ahmed Hassan. Le président Guelleh, qui est monté à bord du premier convoi d'essai sur la ligne de ce chemin de fer encore en chantier, a souligné le caractère symbolique de la pose de ces nouveaux rails qui consolident les relations historiques et le renforcement de l'intégration des deux économies. Ces nouveaux wagons devraient transporter en une seule fois 3500 tonnes de marchandises en provenance du port de Doralé, un équivalent de 100 camions transportant actuellement les marchandises vers l'Éthiopie. Ce qui accélère les flux de marchandises, activité vitale pour ce pays. Sa mise en service devrait générer plus d'emplois et relancer les activités socio-économiques. Et pour le bon fonctionnement de ces nouvelles lignes de chemin de fer, quelques 26 agents ingénieurs et techniciens supérieurs de la société djiboutienne de chemin de fer suivent une formation accélérée. Ces futurs cadres et agents sont formés à la faculté de technologie d'Addis Abeba pour s'enquérir des compétences nécessaires en vue de l'exploitation imminente de la future ligne de chemin de fer. Le transport ferroviaire illustre bel et bien l'excellence des relations bilatérales entre Djibouti et l'Éthiopie. C'est dans ce sens qu'une trentaine des Djiboutiens installés ici dans la capitale éthiopienne suivent diverses formations, plus précisément dans le domaine du transport ferroviaire. Voici d'ailleurs quelques réactions que nous avons pu recueillir. Je m'appelle Khaira Mohamed Ali. Vous êtes la première promotion de ingénierie au fond ferroviaire et spécialité génie civil. Envoyé par le ministère des Transports et des Infrastructures. Alors, quels sont les défis à relever après cette formation? Les défis, d'abord, c'est une formation en ingénierie. Donc, dans l'ingénierie, il n'y a pas manque de défis. Donc, nous assistons à des projets d'ingénierie dans les terrains, dans les locaux de l'université. Et il y a pas mal. En même temps, on écrit notre mémoire des fins d'année, des fins d'études. L'objectif, forcément, c'est de développer le transport entre Djibouti et ferroviaire entre Djibouti et Éthiopie et promouvoir la relation économique entre les deux pays. Pour la première promotion, ça fait combien d'années déjà que vous êtes là? Nous sommes là pendant des années. Nous avons presque terminé, il nous reste que 3 mois. Le temps de finaliser la mémoire des fins d'études. Et la deuxième promotion, il lui reste 1 an. Avec une vitesse de 120 km par heure, ce train permettra de réduire à moins de 10 heures la durée du trajet entre Djibouti et Addis Abeba, qui dure actuellement près de 2 jours par la voie routière. Le futur corridor ferroviaire comptera une vingtaine de gares abritant des centres commerciaux et des magasins divers.
Passons à présent à ce qui fait la une de l'actualité internationale. Sécurité renforcée au Burkina Faso après les attaques djihadistes. Confronté à une attaque d'une ampleur inédite, le Burkina Faso a renforcé son dispositif sécuritaire à la suite des attentats djihadistes de Ouagadougou. Des patrouilles de la gendarmerie contrôlent des axes routiers et les sites sensibles. Après les attentats de Ouagadougou du 15 janvier qui ont fait 30 morts, les forces de sécurité sont sur le qui-vive au Burkina Faso. Une vingtaine de personnes ont été interpellées depuis cette attaque djihadiste. Déployés dans le pays, des éléments d'une unité spéciale formée par le GIGN français multiplient les fouilles et contrôles d'identité. L'armée du Burkina Faso est actuellement en pleine restructuration, notamment à la suite de la dissolution du régiment de sécurité présidentiel, le RSP, l'unité qui a perpétré le putsch plutôt raté de septembre. Et à l'étranger, toujours au moins 9 personnes ont été tuées dans un attentat suicide sur un marché ce matin à l'heure de pointe à la périphérique de la ville de Peshawar dans le nord-est du Pakistan. C'est ce qu'ont indiqué les responsables. La bombe a explosé près d'une route embouteillée dans le district de Wazirdan, juste à l'extérieur de la ville. Cette route relie Peshawar à la zone tribale de Khyber. Khyber est l'un des 7 districts tribaux du Pakistan situé à la frontière avec l'Afghanistan. Ces régions montagneuses et arboré en longtemps a été le fief d'extrémistes recherchés liés à Al-Qaïda ou aux talibans. Islamabad, qui a lancé en 2014 une offensive militaire, assure avoir tué des milliers d'extrémistes et de nombreux autres se sont réfugiés de l'autre côté de la frontière avec l'Afghanistan, entraînant une amélioration de la sécurité au Pakistan. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.